Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le langage VHDL qui est un langage de description matérielle. HDL pour Hardware Description de Langage, le V voulant dire que ça concerne des circuits rapides, Very High Speed ASICs. C'est pas très important, ce qui est important c'est de se rappeler que c'est un langage de description matérielle. Donc c'est un langage qui va d'abord avoir un usage de simulation, c'est pour ça qu'il a été conçu. C'est un langage qui a été inventé par l'armée américaine, la défense américaine, pour spécifier des circuits numériques de façon exécutable. C'est une spécification exécutable au sens où spécifier va permettre de décrire la totalité de la fonctionnalité de façon non ambiguë, et exécutable, ça va permettre de la simuler, donc d'entrer ces spécifications dans un compilateur, puis dans un simulateur, et de vérifier quelles sont les sorties produites pour différents scénarios. Donc ça permet de vérifier que la fonctionnalité qui est décrite correspond bien à ce qu'on cherche à obtenir comme fonctionnalité avant de produire le circuit lui-même. Et ça permet également de passer des contrats, c'est pour ça que ça intéressait l'armée américaine, qui permet donc de donner des spécifications des circuits qui l'attendent. Le deuxième usage qui est apparu ensuite avec l'apparition des circuits programmables, notamment des CPLD et des FPGA. Donc, ce sont des circuits programmables par la programmation de leur interconnexion interne. Donc ça, ce sont des circuits qui peuvent être programmés grâce au langage VHDL et grâce à des outils de compilation et de synthèse. Donc on a un sous-ensemble du langage, pas la totalité, parce que la totalité du langage elle est utilisée pour la simulation, et certains aspects ne sont pas synthétisables, ne peuvent pas être reproduits à l'intérieur du circuit. Donc un sous-ensemble du langage va être utilisé pour cette partie de synthèse, c'est-à-dire pour produire le circuit grâce à des outils de compilation et de synthèse qui vont programmer les interconnexions du circuit programmable, et donc fournir un circuit qui correspond à ces fonctionnalités-là. Donc on va regarder ces deux aspects dans ce cours, à la fois comment faire de la simulation et quels sont les éléments qui sont intéressants pour faire de la synthèse, qui sont utiles pour faire de la synthèse de circuits. Alors dans une description VHDL, on va trouver trois parties principales. La déclaration des bibliothèques avec le mot-clé library, la déclaration de l'interface avec le mot-clé entity et notamment le port qui désigne les entrées et les sorties, et la description fonctionnelle de ce que réalise le circuit qui va être défini par le mot-clé architecture. Alors dans la partie librairie, on va utiliser de façon standard librairie I3E standard qui définit les types logiques, notamment le bit, c'est la logique à 9 états pour des bits, 9 états parce qu'on va au-delà du 1 ou du 0. On a des états qui sont non définis, on a des états haute impédance, on a des états faibles, forts, donc ça définit une logique plus riche que 2 états. On a également des types unsigned qui vont être utilisés avec des possibilités de conversion entre des bus qui sont définis par le type std logique vector et des entiers qui sont définis par le type integer, mais on va revenir là-dessus plus tard. Donc voilà ce qu'on va trouver dans la partie bibliothèque. Dans la partie entité, on aura donc des entrées, des sorties, des entrées-sorties, et le type associé, donc essentiellement std logique vector si ce sont des bus. Et puis dans la partie architecture, on va trouver trois types d'éléments. Donc ces trois éléments sont d'abord des instructions simples qui permettent de représenter des fonctions logiques simples, sont soit directement des opérateurs logiques, l'assignation entre des entrées, l'assignation d'une sortie logique à partir d'une combinaison d'entrées et l'opérateur logique, des ou, des non, tout ça, ou bien des instructions qui permettent essentiellement de faire l'équivalent d'un multiplexeur, par exemple l'instruction withSelect ou l'instruction when, qui permet de donner une valeur si une condition est vraie et une autre valeur si une condition est fausse. Donc ça, ce sont des petites instructions qui permettent de faire immédiatement la description de fonctions logiques. Simple. Si on veut faire la description de logique plus complexe, on peut avoir besoin de les représenter à partir d'un petit algorithme, ou d'un gros algorithme d'ailleurs. Et donc cet algorithme-là va être défini par un processus séquentiel. Un processus, ça va définir donc l'équivalent d'un petit programme qui se simule avec à l'intérieur des instructions séquentielles qui vont donc s'exécuter les unes derrière les autres. Alors les instructions séquentielles, là on retrouve des instructions classiques des langages de programmation, des instructions telles que le if, telles que des boucles, et donc ces instructions-là vont permettre de définir des algorithmes un petit peu plus compliqués que ceux qu'on serait capable de faire avec juste les deux instructions withSelect et when, qui sont ce qu'on appelle des instructions concurrentes. Alors c'est notamment nécessaire de faire
de processus séquentiels dès qu'on a besoin de faire un système synchrone. Donc dès qu'on a une horloge avec des registres sensibles au front, avec des bascules D. Donc à ce moment-là, on aura absolument besoin d'utiliser une des instructions qui est forcément présente à l'intérieur d'un processus séquentiel. Et puis enfin, on va trouver finalement des instances de composants, c'est-à-dire on a des composants qui ont déjà été décrits sous forme d'entités, architecture, qui ont déjà été compilés, qui sont donc présentes dans une bibliothèque et qu'on va rechercher et utiliser en tant que sous-ensemble du bloc qu'on est en train de décrire. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de faire une description hiérarchique et on va donc avoir une possibilité d'instancier des composants déjà décrits. Voilà, une des difficultés du langage va être assez importante, va être de ne pas confondre les instructions séquentielles, qui sont des instructions qui s'exécutent séquentiellement à l'intérieur d'un processus séquentiel, avec le fait de décrire de la logique séquentielle. Puisque dans l'opposition entre logique séquentielle, c'est logique combinatoire, et un processus séquentiel peut décrire de la logique combinatoire. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre. Et il y a donc des cas d'usage qu'il va falloir détailler pour savoir dans quel cas est-ce qu'un processus décrit de la logique séquentielle, dans quel cas est-ce qu'un processus décrit de la logique combinatoire. Voilà, ça c'est quand même une difficulté particulière qui est liée au fait que le mot séquentiel est utilisé à la fois pour décrire de la logique et pour décrire des instructions, mais que ça ne veut pas dire la même chose. Donc il ne faudra pas confondre les deux. Nous allons voir ici un exemple d'un compteur en VHDL en détail. Donc on retrouve les trois parties qui constituent une description VHDL, la déclaration des bibliothèques, librairie I3E, avec l'utilisation des deux packages STD Logic 1164 et numérique STD. On retrouve la deuxième partie, la déclaration de l'entité, avec la définition du nom de l'entité, donc ce qu'on est en train de concevoir, qui s'appelle ici compteur, qui normalement doit correspondre au nom du fichier. On a un fichier qui va s'appeler compteur.vhd, et on aura donc une entité qui va s'appeler compteur. Et à l'intérieur de cette entité, on a essentiellement la déclaration du port avec les entrées et les sorties. Donc explicitement définie par le mot-clé in et out. On voit que clock et reset sont deux entrées de type STD logique, donc ce sont des bits simples. Et QOUT est une sortie de type STD logic vector 3 down to 0, donc c'est un bus sur 4 bits. Et on a une sortie qui est également un bit isolé, qui est la sortie carry. La troisième partie, la plus importante, c'est la définition de l'architecture. Et on voit que dans cette définition de l'architecture, il y a le mot-clé begin, qui sépare d'une part, avant le mot-clé begin, des déclarations de signaux internes, ou éventuellement d'autres déclarations qui sont nécessaires en interne, et les trois types d'objets que l'on peut trouver. Donc ici, on en a que deux, deux instructions concurrentes, les deux premières, et une instruction et un process séquentiel, le troisième gros bloc. Donc, on a donc un signal interne qui s'appelle ici counter, et on voit que son type est unsigned 3 down to 0. Pourquoi un unsigned? Parce qu'on va avoir besoin d'effectuer des opérations logiques dessus, puisque c'est un compteur. On va faire des additions, et on ne peut pas faire d'addition directement en utilisant le STD logic vector, qui lui est nécessaire pour se connecter sur des entrées-sorties. Donc on aura besoin d'une fonction de conversion entre une donnée counter qui est de type unsigned, sur laquelle on a le droit de faire des opérations arithmétiques, et le compteur sur lequel on ne peut pas. C'est le rôle de la première instruction, qui est donc une recopie du signal counter vers la sortie, moyennant cette conversion de type. C'est un peu pénible en langage VHDL d'avoir toutes ces conversions de type, on va les revoir en détail, mais c'est absolument indispensable de les maîtriser. C'est une des difficultés du langage. La deuxième instruction, c'est donc une autre instruction de type concurrente qui s'exécute en parallèle des trois autres en permanence, qui définit le fait que la sortie carry va être à 1 dès l'instant que le compteur faudra 9, et sinon vaudra 0. Donc c'est dès l'instant que, c'est-à-dire que c'est de façon combinatoire, en permanence, on va ajuster la sortie carry en fonction de la valeur du signal counter. Et puis le troisième process, lui, est un process, on voit que c'est un process séquentiel,
Et on voit en plus qu'il décrit de la logique séquentielle synchrone, ce qui est caractérisé par le fait qu'on utilise dès la première ligne l'instruction Wait until rising edge clock, donc attendre le front montant de l'horloge. Ça sera systématique dans toutes les descriptions de logique synchrone. On va utiliser cette instruction Wait until rising edge sur l'horloge, et c'est donc la caractéristique d'un système séquentiel synchrone. Ça veut donc dire que le signal counter, qui est sur 4 bits, c'est un bus de 4 bits, va donc être représenté par 4 bascules D, un registre sur 4 bits. Et puis ensuite, on a une instruction if qui définit la fonctionnalité. Donc à chaque fois qu'il y aura un front montant, que doit faire le circuit? Soit il doit faire une remise à 0, si le reset est à 1, le compteur est remis à 0, et donc remis à 0 de façon synchrone, c'est-à-dire lorsque l'horloge se déclenche et que le signal reset est à 1, ou bien s'il n'y a pas de reset, alors c'est un compteur, il compte, un counter reçoit counter plus 1, on incrémente la valeur du compteur. Donc on retrouve bien des éléments qui sont des instructions séquentielles à l'intérieur du process séquentiel, l'instruction if, l'instruction wait qui s'exécute l'une après l'autre. Il faut attendre que le wait ait été exécuté pour effectuer le if. Et puis on retrouve à un niveau supérieur 3 instructions qui s'effectuent en permanence, en parallèle, toutes les 3. C'est-à-dire les 2 instructions concurrentes, la sortie QOut et la sortie carry, et le processus séquentiel qui est lui-même une sorte de macro instruction concurrente, puisqu'il s'exécute également en concurrence avec les 3 autres. Ça signifie que l'ordre dans lequel on va écrire les instructions concurrentes et le processus séquentiel n'a aucune importance. Là, on a mis les 2 instructions concurrentes avant le processus séquentiel, mais comme tout le monde s'exécute en même temps, en fait, ça n'a aucune importance, on aurait pu les mettre après, ça ne change rien. Bien, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut réaliser une description hiérarchique, c'est-à-dire réutiliser des modules qui ont déjà été décrits sous forme d'entités et d'architecture, qui ont déjà été compilés et qui sont donc présents en bibliothèque. C'est ce qu'on appelle une description hiérarchique, on va réutiliser des modules. L'image que je vais utiliser maintenant, c'est l'image photographique avec un appareil photo argentique dans lequel on a le sujet, qui est donc l'objet que l'on veut réutiliser, qui est pris en photo par un appareil photo qui va permettre de le réutiliser sous forme de tirage, et donc on passe par l'intermédiaire d'un négatif. Du coup, on a l'entité qui est donc l'équivalent du sujet, l'entité qui est donc ce que l'on a décrit une fois et qu'on a déjà compilé. On va annoncer qu'on va réutiliser cette entité, c'est l'image du négatif qui va donc servir d'intermédiaire. On va annoncer qu'on va réutiliser cette entité en utilisant la déclaration de component. Donc la déclaration de component, elle ressemble beaucoup à la déclaration d'entité, avec quelques petites variantes près. On n'utilise pas le mot-clé is, on n'utilise pas le mot-clé end avec le nom du composant, mais avec le end component. Et donc ça va être nécessaire pour être en capacité d'utiliser ce qu'on appelle des instances, c'est-à-dire de faire l'équivalent des tirages photographiques à partir de ce négatif. Donc avec un négatif, on va pouvoir faire plusieurs tirages. L'exemple qui est donné dans cette image, c'est l'exemple d'une entité qui s'appellerait arbre, et dont on tirerait un certain nombre d'instances qui vont s'appeler le sapin, le cèdre, le saule, etc. Donc on va pouvoir donc avoir des noms d'instances qui vont être différents pour un même composant. On va donc, à l'intérieur de la partie architecture descriptive, c'est-à-dire après le mot-clé begin, utiliser ces instances qui vont se comporter, qui vont se mettre au même niveau que des instructions concurrentes ou que des processus. Donc ça va définir un petit bloc logique qui est déjà défini par ailleurs, comme le font les processus et les instructions concurrentes. Et la syntaxe pour ce faire, ça va être de définir un nom d'instance. Donc ici, on a par exemple le nom d'instance sapin. Cet arbre-là va s'appeler sapin. Et puis on a ensuite derrière le port map qui va définir la manière de connecter les signaux qui sont définis dans le port à l'intérieur de l'arbre. Donc ici, les signaux d'entrée-sortie, c'est racines et feuilles, à l'intérieur de l'arbre. Et on va les connecter. Donc on va déclarer ces connexions au niveau du port map en associant ces signaux internes à des signaux externes, ceux qui se trouvent au niveau du système qu'on est en train de décrire à l'instant où on a défini ce composant. Donc ici, on a à l'intérieur
de l'arbre un signal qui s'appelle racine, et on va le connecter à un signal qui s'appelle sol. On va, à l'intérieur de l'arbre, un signal qui s'appelle feuille, on va le connecter à un signal qui, au niveau que je suis en train de décrire, donc au niveau extérieur, s'appelle ciel. Il peut y avoir parfois une confusion avec l'utilisation de cette flèche, qui veut dire je connecte le signal interne vers un signal externe. On peut avoir tendance à penser que cette connexion correspond au sens de propagation du signal, et il se trouve que c'est vrai une fois sur deux, c'est-à-dire que lorsqu'on a une sortie, effectivement, on va avoir le signal interne qui se connecte vers l'extérieur, qui va donc se propager, mais quand on regarde une entrée, c'est faux, donc c'est pas ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est bien garder à l'esprit que c'est le signal interne vers le signal externe. Le langage VHDL est un langage qui est dit fortement typé, ça veut dire que chaque fois qu'on va avoir des signaux, ils vont être associés à un type, et il n'y a pas de conversion implicite de type au moment d'une affectation, comme on peut le trouver en langage C, où on peut par exemple affecter une variable de type float à une variable de type integer, et il y aura donc une conversion implicite qui va être effectuée, ou le contraire. Ici, ça n'est pas possible, donc il va y avoir besoin, à chaque fois qu'on va affecter un signal d'un certain type à un signal d'un autre type, de fonction de conversion, de cast explicite. Ça ne pourra pas être implicite, ça ne sera jamais implicite. Et il se trouve qu'on va avoir effectivement besoin de ces conversions parce que les signaux qui sont définis à l'extérieur sont soit des signaux de type bit, donc STD logique, soit des signaux qui représentent des bus, STD logique vector, et ces bus peuvent être tantôt considérés comme des bus, donc des ensembles de bits, ou bien comme des entiers associés au codage des nombres signés ou des nombres non signés. Et à partir de cette représentation signée-non signée, on peut vouloir faire des opérations arithmétiques. Donc dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on avait un compteur, et on avait besoin du type unsigned pour représenter donc, des nombres non signés et faire l'opération d'addition sur des nombres non signés. L'opération d'addition n'existe pas pour le type STD logique vector, donc on ne peut pas l'appliquer comme ça sans avoir fait de conversion. Du coup, on aura besoin de convertir ces types unsigned dans un sens et dans l'autre pour aller vers les entrées-sorties ou recevoir des données des entrées-sorties qui, elles, seront toujours du type STD logique vector quand ce sont des bus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de conversion dans un sens et dans l'autre? On a la conversion d'un STD logique vers un unsigned avec un cast, dans lequel on va donner directement le mot-clé unsigned qui dit je le convertis, ce nombre-là qui est un STD logique vector en unsigned, et on va donc pouvoir à partir de là faire des opérations arithmétiques, d'addition, de soustraction, de modulo, etc. Et puis dans l'autre sens, lorsqu'on a un nombre unsigned, on va pouvoir le convertir en un STD logique vector de façon à pouvoir le connecter sur une entrée-sortie, donc de connecter par exemple sur une sortie si c'est un résultat de comptage, donc qu'un unsigned puisse être utilisé vers un STD logique vector. C'est l'exemple qu'on a utilisé au moment où on a fait le compteur. Et dans ce cas-là, on aura besoin donc, de la conversion explicite avec le cast en STD logique vector. Et enfin, ça peut être suffisant lorsqu'on fait des opérations arithmétiques, mais lorsqu'on va devoir utiliser réellement un entier en tant qu'entier, on a un type entier qui s'appelle le type integer, et c'est le seul qui va permettre d'être utilisé en tant qu'indice dans un tableau. Donc lorsqu'on a un tableau, c'est quand même une situation assez fréquente, lorsqu'on a une mémoire, on a donc des données qui vont être organisées sous forme matricielle dans un tableau, et on va vouloir aller chercher l'élément numéro n du tableau. Lorsqu'on va représenter un multiplexeur, on va vouloir venir sélectionner l'entrée numéro correspondant à une adresse, et cette adresse va être donnée par un signal externe représenté par un bus. Et bien là, on va devoir à nouveau convertir donc, le type STD logique vector, qui est celui qui est utilisé pour les bus au niveau des entrées-sorties, en type integer. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire en une seule fois. Il n'y a pas de fonction de conversion qui passe directement du STD logique vector au type integer. Donc on va être obligé de faire d'abord une conversion qui le convertit en unsigned, puis une conversion en utilisant la fonction toInteger qui va permettre d'obtenir un entier. Et à partir de cet entier-là, là on aura le droit de l'utiliser, non seulement pour faire des opérations arithmétiques, c'était déjà le cas avec unsigned, mais aussi en tant qu'indice dans un tableau. Donc pour des multiplexeurs, pour des mémoires, des choses comme ça. Et donc dans l'autre sens, eh bien, on va devoir repasser à nouveau, si on veut sortir
après avoir utilisé un nombre entier et qu'on ait besoin de le ressortir vers un signal au niveau des entrées-sorties, au niveau du port, et bien là on aura besoin de repasser à nouveau par le signal de type unsigned en utilisant la fonction toUnsign qui va permettre d'obtenir un unsigned et en précisant, puisque ce n'est pas précisé au niveau d'un type entier, le nombre de bits qui vont être utilisés. Donc toUnsigned avec la valeur de l'entier, virgule, et le nombre de bits que l'on veut considérer pour le codage de cet entier. Donc il y aura nécessité de passer par ces fonctions de codage. C'est assez contraignant, ça fait du code qui n'est pas forcément très lisible, hein, c'est un des défauts, je pense, principaux du langage VHDL, l'association d'un langage fortement typé avec des types qui ont été définis a posteriori au niveau des bibliothèques, fait que c'est assez compliqué de savoir à tout moment quelles sont les fonctions de conversion qui sont utilisables. Et donc, ce petit schéma peut aider à avoir en tête les bonnes fonctions de conversion, de savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, avec les différents types. Nous avons vu tout à l'heure comment on pouvait représenter un compteur, c'était l'exemple qu'on a utilisé, et au moment où on va vouloir le simuler, on va donc avoir besoin de générer des stimuli pour les entrées, c'est-à-dire donner quels sont les scénarios de simulation que l'on veut réaliser, en précisant quelles sont les valeurs dans le temps, l'évolution des valeurs dans le temps des signaux d'entrée. On a une entrée qui est l'horloge, donc ça va être assez facile hein, de générer une horloge, et on a une entrée reset, donc on a d'autres entrées pour lesquelles il va falloir générer des stimuli. Pour générer ces stimuli, on a la possibilité de le faire en tapant des commandes au clavier au moment où on fait la simulation. Ce n'est pas du tout une méthode qui est efficace, sauf quand on est dans des situations extrêmement simples où on a juste une horloge à générer ou plusieurs horloges à générer pour simuler des circuits combinatoires. Mais dès qu'on a un circuit, notamment un circuit séquentiel, et notamment qui a plus que l'horloge comme entrée, à ce moment-là, il va falloir réfléchir au scénario de simulation, et il vaut mieux le réfléchir une bonne fois pour toutes dans une description qui va utiliser elle-même le langage VHDL. C'est ce qu'on appelle un test bench. Donc le test bench ou band test, c'est en fait un module virtuel qui ne va être utilisé que pour la simulation. Donc ce n'est pas un module qui va être synthétisé, qui va se retrouver sur le circuit, mais dans lequel on va trouver une instance du circuit que l'on veut réaliser. Ce qu'on appelle le design under test, ou DUT. Donc on aura forcément une description hiérarchique hein, avec l'élément intérieur qui est l'élément physique qu'on a envie de réaliser, et puis l'élément qui est au sommet de la hiérarchie de notre description, qu'on appelle le test bench, et qui lui n'est là que pour la simulation. Cet élément-là va utiliser principalement, par exemple, des instructions concurrentes ou séquentielles qui vont générer des stimuli. Donc l'horloge, de façon claire, va être générée avec une description qui va permettre de générer une horloge périodique de façon assez simple, soit avec une instruction concurrente, soit avec un petit process qui dit que l'horloge est à 1 puis que l'horloge est à 0 après chaque demi-période. Et puis il va y avoir un processus qui va générer chacune des évolutions des signaux au cours du temps. Donc c'est ce qui va définir le scénario de simulation. Donc ça, ce sont des éléments qui vont utiliser une partie du langage qui n'est pas synthétisable, notamment parce qu'on va de façon explicite faire des appels à des attentes de temps. Donc il va y avoir l'instruction wait for, qui n'est pas utilisée comme dans un circuit qui décrit de la logique séquentielle synchrone avec le wait until rising edge clock, et c'est un wait for avec une temporisation explicite. Par exemple, wait for 20 nanosecondes. Donc on va mettre un signal à un certain niveau, on va attendre un certain temps, on va mettre un signal à ce signal à un autre niveau, et ces attentes explicites font partie de ce qu'on appelle du langage, partie du langage VHDL qui n'est pas synthétisable, qui n'est utilisable qu'en phase de simulation. Donc on aura ce module de haut niveau qui n'aura ni entrée ni sortie, puisque tout est à l'intérieur. On fabrique les stimuli sur les signaux que l'on veut utiliser à l'intérieur de ce module. Et on pourra éventuellement aussi ajouter une observation des signaux de sortie. Alors soit les signaux de sortie vont être observés, on va dire à la main, avec les yeux sur les waveforms de sortie, sur les chronogrammes, soit on va identifier des instants où ces signaux doivent avoir certaines valeurs, et donc on va utiliser pour ça des fonctions particulières, en particulier la fonction assert, qui est une fonction qui est spécifiquement faite pour le test, dit à tel instant, tel signal doit avoir telle valeur. Alors
sur cette fiche, vous allez trouver l'essentiel de ce qu'on va utiliser au moment où on fait des descriptions de circuits ou des descriptions de test bench. Donc on va retrouver les bibliothèques, librairie name avec le type i3e et les deux packages qu'on utilise, le package i3e std logic 1164 et le package numérique std. On va retrouver ce que l'on place à l'intérieur d'une entité, donc le nom de l'entité et le port avec le nom du signal, le mode de signal, c'est-à-dire est-ce que c'est une entrée, une entrée-sortie, et le type, essentiellement les types std logic vector pour les bus. Et puis on va retrouver l'architecture avec ce que l'on trouve avant le mot-clé begin, donc des déclarations de composants. On a vu que c'était nécessaire d'utiliser le mot-clé component pour déclarer les composants avant d'avoir le droit de faire une instance de ces composants. On va retrouver également des déclarations de signaux internes. On l'a vu dans le premier exemple du compteur, par exemple. On pouvait avoir besoin de représenter le compteur par un signal interne, parce qu'il a un type différent de la sortie qui va lui correspondre. Et donc on doit pouvoir faire des opérations arithmétiques dessus. Donc on distingue la sortie du signal interne. Et puis on pourra avoir d'autres déclarations, mais là on ne va pas insister, vous verrez dans le poly en détail. Ensuite on trouve le mot-clé begin et les trois types d'objets que l'on va rencontrer dans une description, donc pour lesquels la position à l'intérieur de la description n'a pas d'importance, pas plus d'importance que l'ordre dans lequel on va souder les circuits sur une carte, puisque chacun va correspondre à la représentation d'un bout de circuit. Donc des instructions concurrentes. Parmi ces instructions concurrentes, on a l'affectation simple, donc l'affectation permanente, qui peut être juste d'affecter un signal à la sortie, qui peut être d'affecter une combinaison d'un signal en utilisant plusieurs signaux et en utilisant des opérateurs logiques, et ou non, etc. On trouve l'affectation sélective, donc qui est l'utilisation du mot-clé withSelect, avec une donnée qui va permettre d'utiliser en quelque sorte en tant qu'adresse. En fonction de la valeur de cette donnée, on va avoir l'affectation de la sortie à certaines valeurs, et puis on va avoir l'affectation conditionnelle, qui est l'utilisation avec le mot-clé when. Donc on va affecter une valeur quand on a une certaine condition, et on va affecter une autre valeur quand cette condition est fausse. Grosso modo, ça correspond à un multiplexeur à deux entrées, qui va être donc commandé par une condition. Et ce, de façon essentiellement combinatoire. Enfin, de façon, en tout cas, continue. Ça serait combinatoire. Enfin, disons que c'est combinatoire à condition qu'on n'ait pas réalisé de boucle dans les expressions qu'on réalise. Donc ça, ce sont les instructions concurrentes. Donc il y a ces différents types d'instructions concurrentes, l'affectation permanente, l'affectation conditionnelle, l'affectation sélective. Ensuite, on va trouver les processus. Et là, on va trouver deux grandes familles dans les processus. On va trouver d'abord les processus synthétisables, et puis les processus qui sont utilisés pour faire des test bench, celles qu'on l'a vu tout à l'heure, ceux qui vont pouvoir utiliser des attentes explicites de temps, wait for un certain nombre de nanosecondes. Donc ça, c'est ce qui est utilisé avec des attentes de temps lorsqu'on lorsqu'on ne veut pas faire de la synthèse, mais juste de la simulation. Et lorsqu'on veut réaliser de la synthèse, à ce moment-là, on va retrouver deux grandes familles de processus. Des processus dans lesquels on va avoir une instruction wait explicite. Donc on a l'exemple qui est quand même le plus classique, qui est le wait until rising edge de l'horloge, pour représenter la logique synchrone. Donc des instructions avec cette instruction explicite, ou bien des instructions dans lesquelles on aura ce qu'on appelle une liste de sensibilité. Donc qu'est-ce que c'est qu'une liste de sensibilité ? C'est ce qui vient juste derrière la déclaration du mot-clé process, et entre parenthèses, on met une liste de signaux, et ces signaux-là déclenchent l'exécution du process. Ça veut dire qu'au niveau de la simulation, on a un moteur de simulation qui fait que tant que ces signaux-là ne changent pas, tant que la valeur reste la même, il ne se passe rien au niveau de ce process. Et dès que l'un des signaux va changer de valeur, alors il faut réévaluer les sorties. Donc ça, c'est une manière de représenter notamment des process qui vont représenter de la logique combinatoire. Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre d'entrées. Dès que ces entrées sont changées, il faut mettre à jour la sortie. Donc il faut que toutes les entrées soient dans la liste de sensibilité. Donc il y a cette alternative, soit liste de sensibilité, soit une instruction wait. Et on est obligé de mettre l'un des deux. C'est absolument obligatoire.
Donc il n'y a pas de process dans lequel il y ait ni wait, ni liste de sensibilité, c'est impossible. Voilà. Et puis à l'intérieur donc de ces process, eh bien, on va trouver les instructions séquentielles, donc les instructions qui s'exécutent les unes après les autres, qui sont celles qu'on trouve classiquement dans les langages de programmation. Donc on va trouver l'affectation, avec une distinction qui est faite entre l'affectation immédiate et l'affectation retardée. Donc l'affectation immédiate est plutôt celle qui est utilisée pour ce qu'on appelle des variables, qui n'auront pas nécessairement une existence au niveau d'un signal réel électronique, mais qui peuvent être utilisées par exemple au moment où on fait une boucle pour compter le nombre d'itérations de la boucle, pour agir sur chacun des éléments d'un bus. Et puis l'affectation retardée, c'est une affectation qui fait que l'effet ne sera réel sur la sortie qu'au moment où le processus se sera rendormi, c'est-à-dire au moment où il aura terminé son exécution et qu'il sera en attente d'une nouvelle exécution. Donc cet effet retardé, il permet justement de représenter de la logique synchrone en ayant un effet qui est synchrone pour tous les signaux, même si les équations sont écrites dans un ordre ou dans un autre, on aura l'effet sur les sorties qui est retardé au moment où le processus s'endort, ce qui va permettre de simuler l'effet synchrone. On a un effet sur ces sorties qui est synchronisé par une horloge. Donc ça c'est une possibilité. Puis ensuite on a d'autres instructions qui sont les structures de contrôle d'un langage de programmation. On a essentiellement le case qui est utilisé, donc qui ressemble au switch case du langage C. Ici c'est un case is. On a des boucles qui sont assez peu utilisées finalement parce que le processus en lui-même est déjà une boucle. Donc souvent on a envie de faire une boucle parce qu'on a l'habitude de le faire en langage C. C'est pas nécessaire en langage VHDL parce que déjà le processus en lui-même reboucle à chaque fois qu'il se termine, il recommence. Il se met en attente des éléments de déclenchement pour être prêt à recommencer. Et donc la boucle for, la boucle while, et puis le if qui lui est utilisé de façon quand même très importante. On a vu dans l'exemple que l'on avait sur le compteur. On va avoir des opérations différentes suivant que des valeurs de contrôle, de reset, de mise à 1, de mise à 0, de enable, etc. vont être actives ou non, qui vont autoriser le comptage ou qui vont le bloquer. Et donc ça va être contrôlé par essentiellement contrôlé par des instructions if, des tests, qui sont tout à fait similaires à ce qu'on peut trouver en langage de programmation classique. Voilà, vous avez un aperçu de à quoi sert et ce que l'on peut faire avec le langage VHDL. Donc maintenant, c'est à vous de travailler et puis d'expérimenter toutes les possibilités.